Chers amis de la culture littéraire, bonsoir. Nous recevons aujourd'hui en duplex le grand spécialiste de la littérature belge qui va nous présenter un livre d'Amélie Nothomb. Monsieur Hanses, bonsoir. Avant de nous parler de l'œuvre, pouvez-vous nous parler de l'auteur en quelques mots? Bonsoir Hervan. Alors Amélie Nothomb, je commençais par dire qu'elle laisse déjà planer le doute concernant son lieu, sa date de naissance, enfin son enfance en général. Je laisserai donc aux auditeurs le soin de faire leurs propres recherches. Disons donc qu'elle est née en été, à la fin des années 60, en Belgique à Bruxelles ou au Japon. Son père était ambassadeur de Belgique, ce qui lui permit de voyager régulièrement, de la Chine à la Birmanie, en passant par New York. Quand vous parlez de son père, vous parlez de Patrick Nothomb qui a terminé sa carrière en Thaïlande et qui est décédé récemment des suites du coronavirus. Tout à fait, c'est bien d'actualité malheureusement. Pour en revenir à Amélie Nothomb, on sait qu'elle est profondément imprégnée par la culture nippone, ce qui explique que ce roman ne contient pas de caractéristiques belges. Elle est d'ailleurs parfaitement bilingue. On lui connaît un certain malaise que l'on retrouve assez souvent chez les enfants expats. En revenant en Belgique pour ses études supérieures, elle vivra difficilement le choc culturel. Un peu repliée sur elle-même, elle va se mettre à écrire des manuscrits qui ne seront jamais publiés. Néanmoins, son roman Hygiène de l'assassin sortira en 1992. Elle se met même au défi de publier un livre chaque année. Pensez-vous que cela appuie l'excentricité de cet écrivain qu'on lui connaît assez bien? Je me rappelle dans mes débuts journalistiques que cette jeune femme au maquillage vif et au chapeau extravagant s'était livrée à Bernard Pivot lors de l'émission Apostrophe, révélant qu'elle se nourrissait de fruits pourris. Quel personnage! Amélie est très certainement un véritable phénomène de la littérature. Son style est romanesque et décalé tout comme son look dont vous venez de parler. On retrouve également cette excentricité dans le choix des prénoms pour ses personnages. Il est clair que certains lui reprochent parfois de se mettre trop en scène, d'avoir une personnalité trop exubérante, utilisant cela pour assurer le côté commercial plutôt que de parfaire le style de son écriture. Ce qui ne l'a pas empêché de décrocher le Grand Prix de l'Académie française en 1999 pour son roman Stupeur et Tremblement. Elle a également reçu un prix pour son livre Ni d'Ève ni d'Adam, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, vous allez nous parler du livre Cosmétique de l'ennemi, dans lequel tout commence par un crime et tout finit par un crime. Deux personnages particuliers, Jérôme Auguste et Textor Textel, qui entrent dans une relation anxiogène au sein d'un aéroport en attendant un avion qui n'arrivera jamais. Peut-on dire que l'on a affaire à un thriller psychologique? Est-ce que le leitmotiv est cet homme qui s'acharne à convaincre l'autre qu'il est bien un meurtrier, un violeur, usant d'un flot de paroles ne semblant pas en finir? Je pense que vous avez, mon cher ami, un mot juste. L'ambiance est effectivement anxiogène. On peut effectivement parler d'une sorte de thriller entre les deux protagonistes, où le psychologique prend une place importante. Le thème central étant la schizophrénie autour duquel on retrouve aisément différents thèmes secondaires comme le regret, l'amour, le crime parfait. Effectivement, au départ, l'histoire commence simplement. Le cadre et le lieu sont communs, mais malgré tout bien réfléchi, le personnage est prisonnier de ce retard d'avion. Il est livré à lui-même. On pourrait tous se retrouver en position de victime, comme le vit Jérôme dans Cosmétique de l'ennemi. Mais dès que Textor s'introduit dans l'espace privé de Jérôme, qui en devient mal à l'aise, voire agressif, on sent que le récit prend un tournant malsain, qui ne laisse personne indifférent, ce qui est souvent le cas dans les romans d'Amélie Nothomb. Comme vous le dites, notre auteur se délecte de toutes ces situations où l'atroce, la gêne et la violence prennent une part importante dans ses histoires. Heureusement, elle y met un brin d'humour qui se mêle à toute cette noirceur et allège de tout. Si je peux me permettre une autre référence, je me souviens avoir entendu un journaliste, Michel Field, lui apprendre qu'on ne sentait pas cette colère lorsqu'on était avec elle. Amélie a directement rétorqué en expliquant que comme elle déversait à longueur de journée dans ses bouquins cette violence qui l'envahissait,
Cela lui permettait, je cite, d'être à peu près supportable sur les plateaux télé. Ça nous informe bien quant à l'agressivité contenue dans ces ouvrages. Une agressivité qui nous plonge dans la tête d'un fou schizophrène qui nous fait découvrir ses actions et ses sentiments. Pour une personne normale, serait fantasque. Une personne dont les besoins sont morbides, dont la détermination n'a aucun égal, cette même détermination qui ira jusqu'à assouvir sa soif de sentiment en faisant rendre ridicule son interlocuteur, une baignade dans un récit qu'on décrirait de psychique avec une touche de suspense. Ce qui est sûr, c'est que cet ouvrage est un livre très marquant, à la fois grâce à son déroulement inattendu, mais aussi grâce à la volonté de l'écrivain à nous faire réfléchir sur son moi intérieur. La façon dont Textor récite son histoire à Jérôme, sans trop en dévoiler, permet de laisser planer le suspense, ce qui nous plonge, tout comme la victime, dans un questionnement incessant. Pour ne pas trop vous divulguer l'histoire, je peux seulement vous dire qu'il vous sera impossible de deviner les intentions du mystérieux personnage avant les 20 dernières pages. À première vue, les deux interlocuteurs ne se connaissent pas. Et alors une question émerge. Pourquoi un homme viendrait parler au premier inconnu venu pour lui raconter ses événements les plus sombres? Une histoire remplie de moments sordides et angoissants qui ferait palpiter Madame Fabry. Des faits relatés les uns après les autres par le protagoniste qui donne le sentiment d'un réel détachement. D'ailleurs, pourquoi ce titre, Cosmétique de l'ennemi? Eh bien, Amélie Nothomb a livré une interview pour parution.com à ce sujet, dans laquelle elle exprime qu'elle aime jouer avec les différents sens d'un mot. En effet, quand on y réfléchit, le mot qui signifie se faire belle a pour origine la notion aristotélicienne de l'ordre du monde. Elle aime à penser qu'il y a un lien très fort entre les deux, que ça ne peut pas être une erreur étymologique. L'auteur exprime aussi qu'il y a un rapport entre le titre et ses personnages. Je cite: l'un des personnages a une conception assez janséniste de la prédestination. Il est prédestiné à rencontrer sa victime, à être le coupable face à elle. Il y a pour lui un cosmétique de la culpabilité. Mais, sans avoir commis un crime, son destin est d'être un coupable. Ce qui correspond pour lui à un ordre du monde très profond. Le livre d'Amélie Nothomb est disponible dans toutes les librairies. C'est un livre qui ne ressemblera à aucune de vos prochaines lectures, mis à part si vous êtes un féru ou un habitué de l'auteur la plus nippone de Belgique. Il se lit très facilement, seulement 120 pages, à lire en partant en vacances ou avant de dormir. De plus, cet ouvrage est uniquement constitué de dialogues, une partie de ping-pong qui vous fera tourner la tête. Il peut se lire facilement en 2 heures, car son format correspond plus à une nouvelle qu'à un roman. Espérant que ces suspens et ces angoisses vous prennent aux tripes. A très bientôt pour une nouvelle émission d'un auteur, un roman. Au revoir. Au revoir. Elle y met de son brin de humour. Ce retard d'avion. Il est livré à lui-même. On pourrait tous se trouver en position de victime, comme la vie de Jean. Ça va pas. Humour qui se mêle à toute cette noirceur. La façon dont Textor récite son histoire à Jérôme, sans trop en dévoiler, permet de laisser planer le suspense, ce qui permet... Heureusement, elle aimerait... Effectivement, au départ, l'histoire commence bien. J'ai raté un